Amara, la plus jeune, éclata en larmes. Tu nous as construit des maisons. Tu nous as acheté des voitures. Mais à quel prix? Le sang de notre propre mère. Aisha avait 25 ans et était déjà épuisée. La vie n'avait pas été le conte de fées qu'elle avait autrefois imaginé. À l'école, on l'appelait la déesse. Elle avait cette beauté qui attirait l'attention des professeurs, celle qui faisait murmurer les camarades lorsqu'elle passait devant eux. À l'époque, elle croyait que la beauté était un ticket, une porte qui s'ouvrirait grande dès qu'elle obtiendrait son diplôme. Mais la réalité était cruelle. Après l'obtention de son diplôme, les emplois étaient des promesses écrites sur l'eau. Personne n'appelait. Personne n'embauchait. Elle regardait sa mère s'étioler sous le stress du marché d'Ogbomosho, voyait les factures s'accumuler, puis se voyait elle-même glisser dans une vie qu'elle avait juré de ne jamais toucher. La prostitution. Elle déménagea à Lagos. Au début, elle se consolait en se disant que c'était temporaire, juste en attendant mieux. Mais les semaines devinrent des mois. Les hommes venaient, mais pas ceux qu'elle espérait. Les clients d'Aisha étaient des chauffeurs de Danfo fatigués de leur journée, des mécaniciens aux mains rugueuses qui laissaient des bleus, des hommes mariés qui mentaient en disant être célibataires pour la nuit. Ils négociaient avec elle comme si elle était une chaussure d'occasion au marché de Yaba, marchandant les prix jusqu'à ce que sa dignité semble moins chère que les draps sur lesquels elle s'allongeait. Parfois, ils ne payaient même pas. Et pourtant, elle restait, car la faim se moque de l'orgueil. Ce soir-là, Aisha se poudra le visage et enfila la seule robe moulante qui lui allait encore assez bien pour attirer l'attention. Elle prit sa place habituelle près du bar au bord de la route à Ikeja, où les hommes s'arrêtaient souvent pour boire une bière. Elle s'appuya sur la rambarde, faisant semblant de consulter son téléphone, attendant qu'un d'eux la remarque, mais ils ne le firent pas. À la place, une Range Rover noire s'arrêta lentement à proximité. La vitre s'abaissa, et elle se prépara, le cœur battant plus vite, espérant peut-être que c'était sa chance pour quelque chose de plus grand. Puis elle se figea. Le visage derrière le volant n'était pas celui d'un inconnu. C'était Fatima, son ancienne camarade de classe. À l'université d'Ibadan, Fatima était celle qui peinait toujours à suivre, empruntait des polycopiés, sautait des repas, portait les mêmes chaussures jusqu'à ce qu'elles se déchirent. Mais maintenant, elle était méconnaissable. Ses cheveux brillaient sous la lumière des réverbères, ses ongles scintillaient comme des étoiles, et son parfum flottait même de l'intérieur de la voiture. Fatima sourit lentement. « Aisha ?» Pendant un instant, Aisha voulut cacher son visage. La honte lui brûlait les joues. Elle n'avait plus rien de la fille que Fatima avait connue. Le maquillage bon marché, la robe élimée, les yeux creux de trop de nuits blanches, tout cela était écrit sur elle. Mais Fatima avait déjà garé sa voiture. Elle sortit de la Range Rover comme une reine descendant de son trône et marcha droit vers Aisha, ses talons claquant sur le trottoir. « Aisha, mon Dieu !» Fatima l'enlaça chaleureusement, comme si elle s'était vue la veille. Mais le corps d'Aisha se raidit. Elle sentit une bouffée du parfum de Fatima, riche, floral, coûteux, le genre qui annonçait la richesse avant même les mots. Aisha força un sourire. « Fatima, ça fait longtemps. »« Alors, dis-moi, » demanda Fatima, « comment la vie te traite-t-elle » Aisha laissa échapper un rire trop sec. « Tu veux vraiment savoir ? La vie me bat comme un tambour. Je pensais que la beauté suffirait à ouvrir des portes, mais me voici à me démener, et seuls les hommes pauvres, me regardent. Parfois, ils ne paient même pas. Fatima, je suis fatiguée. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Aisha se tourna vers elle, désespérée. « S'il te plaît, regarde-toi. Tu rayonnes. Des voitures, du parfum, un sac de créateur. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que moi, je suis finie. Même si je suis belle, personne ne m'appelle. J'ai entendu dire que tu es dans le même business que moi, mais tu as l'air si bien. » Alors Fatima se pencha plus près, baissant la voix. « Oui, tu as raison. Mais ce n'est pas seulement la beauté, Aisha. La beauté s'efface. Les hommes qui comptent, ils veulent quelque chose de plus fort, quelque chose de spirituel. Comprends-tu ? » Aisha cligna des yeux. « Spirituel ? Tu veux dire du juju ?» Fatima rit doucement, secouant la tête. « Pas exactement. C'est un chemin, mais ça marche. Ça fait venir les hommes, l'argent coule, la vie est douce. » La poitrine d'Aisha se serra.
Elle avait entendu des rumeurs auparavant, des murmures sur des filles qui utilisaient des charmes, qui liaient le destin des hommes aux leurs. Mais en voyant Fatima, elle le voulait. Fatima, murmura-t-elle, la voix tremblante. Emmène-moi là-bas, s'il te plaît. Peu importe ce que c'est. Je ne peux plus vivre comme ça. Le sourire de Fatima s'élargit, mais ses yeux se durcirent, comme si elle jaugeait à quel point son amie était désespérée. Es-tu sûre, Aïcha? Ce n'est pas un rouge à lèvres que tu achètes dans la circulation. Une fois que tu entres, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûre. Fatima fouilla dans son sac, sortit un téléphone élégant et composa un numéro. Sa voix devint basse lorsqu'elle parla. YK, c'est moi. Je viens avec quelqu'un demain. Aïcha déglutit difficilement, son cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas qui était YK. Mais elle savait une chose. Quelle que soit la porte que Fatima s'apprêtait à ouvrir, elle était trop désespérée pour ne pas la franchir. Le lendemain matin, Fatima vint la chercher, et elles partirent pour leur voyage. Quand elles arrivèrent à un sanctuaire à la périphérie d'Abeokuta, la cour était silencieuse. Trop silencieuse. Alors que Fatima guidait Aïcha à travers un chemin étroit bordé de pots en argile et de fumée d'herbes brûlées, la poitrine d'Aïcha se serra. Elle s'attendait à un sanctuaire rempli d'os, de crânes et de marques étranges. Au lieu de cela, la petite hutte semblait ordinaire jusqu'à ce qu'elle y entre. Une femme était assise au centre, jambes croisées, son pagne noué étroitement autour de sa poitrine. Ses yeux étaient perçants, anciens, troublants, comme si elle pouvait voir tous les secrets qu'Aïcha avait jamais cachés. Une forte odeur d'encens et d'huile de palme emplissait la pièce, rendant Aïcha étourdie. Fatima s'inclina légèrement. YK, c'est celle dont je vous ai parlé. Le regard d'YK balaya Aïcha de la tête aux pieds. Sa voix était profonde et ferme, comme si elle portait le poids de la terre elle-même. Tu veux la richesse? Tu veux que les hommes te supplient, jettent des richesses à tes pieds? Aïcha déglutit difficilement et hocha la tête. Oui, YK. Alors, les esprits doivent manger. Les yeux d'YK ne sillèrent pas. Apporte ta mère. Nous prendrons son cœur, ses yeux et sa langue. Ces trois choses scelleront ta richesse. Les mots frappèrent Aïcha comme une gifle. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se bloqua. Ma mère. YK hocha lentement la tête, comme si c'était tout à fait normal. Son cœur pour ta force, ses yeux pour ta visibilité, sa langue pour ton influence. Une fois que ce sera fait, l'argent te poursuivra jusqu'à ce que tu en sois fatigué. Aïcha recula en titubant, secouant la tête. Ma mère, non. Non, YK. Cette femme a souffert pour moi. Elle a vendu du gari pour payer mes frais de scolarité. Elle a eu faim pour que je puisse manger. Je ne peux pas. La voix d'YK l'interrompit. Alors, tu n'es pas prête à devenir riche. Et au cas où tu déciderais finalement de le faire, il y a des règles que tu dois suivre. Premièrement, tu ne dois plus jamais poser les yeux sur sa photo. Pas une photo, pas un cadre, pas même un souvenir écrit sur papier. Le jour où tes yeux toucheront sa photo, tout te quittera. Ta santé mentale, ton pouvoir, et tu mourras finalement après un mois misérable. Et encore une chose, sa voix baissa. Tu ne dois pas assister à son enterrement. Mais ce sera ton argent qui l'enterrera de la plus belle manière possible. La pièce tournoyait. Aïcha sentit ses genoux faiblir, son estomac se retourner. Elle pressa sa main contre sa poitrine, comme pour empêcher son cœur de se briser. Fatima toucha doucement son bras, sa voix apaisante, presque douce. Aïcha, ne laisse pas tes émotions t'aveugler. Les lèvres d'Aïcha tremblèrent. Mais c'est ma mère. Fatima se pencha plus près, ses yeux froids mais persuasifs. Et tu meurs lentement à cause d'elle. Ne sois pas stupide. La faim a déjà volé ta fierté. Veux-tu qu'elle vole aussi ta vie? Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. Elle voulait crier, courir, se boucher les oreilles pour ne plus jamais entendre ces mots. Mais les images que Fatima peignait richesse, confort, une vie sans mendier, pendaient devant elle comme un fruit empoisonné. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. Les yeux d'YK se plissèrent, mais elle ne dit rien. Fatima, cependant, serra la main d'Aïcha. Réfléchis vite, mon ami.
Les richesses n'attendent pas éternellement. Et elles quittèrent le sanctuaire. Cette nuit-là, Aïcha resta allongée sur son lit, fixant le plafond. Le ventilateur au-dessus d'elle tournait paresseusement, grinçant comme s'il était lui aussi fatigué de la vie. Les mots de Fatima résonnaient dans sa tête comme une malédiction. « Après tout, qu'a fait ta mère pour toi dernièrement ?» Elle se tourna sur le côté, tirant son pagne contre elle. Le sommeil refusait de venir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le regard perçant d'Yk, entendait sa voix dire « Apporte le cœur de ta mère, ses yeux, sa langue. » Aïcha pressa ses mains contre ses oreilles, comme si elle pouvait faire taire ce souvenir. « Non, je ne peux pas », murmura-t-elle pour elle-même. Pourtant, une autre voix en elle siffla en retour. « Mais ne veux-tu pas être libre ? Ne veux-tu pas arrêter de supplier des hommes qui ne peuvent même pas payer un plat d'égusi ?» La guerre dans sa poitrine la déchirait. Sa mère ne savait rien. Elle ne lui avait jamais dit la vérité. Pour sa mère, Aïcha était à Lagos, vivant chez une amie et apprenant à coudre. Un mensonge inoffensif. Sa mère y croyait de tout son cœur, vantait même au marché d'Ogbomosho que sa fille ouvrirait bientôt son propre atelier de couture. Puis le téléphone d'Aïcha vibra soudainement, interrompant ses pensées. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Ma mère. Sa main tremblait lorsqu'elle répondit. Allô, maman. La voix de sa mère, fatiguée mais douce, emplit son oreille. Aïcha, ma fille. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu? Les larmes piquèrent instantanément ses yeux. Je vais bien, maman. J'apprends. Bien, dit doucement sa mère. Mais écoute-moi, Aïcha. La vie n'est pas une course. Ne laisse pas le désespoir te pousser à prendre de mauvaises décisions. Tout ce qui semble trop facile ne dure pas. Prends ton temps, travaille dur, et ton jour de bonheur viendra. Tu m'entends? Les mots la transpercèrent comme un couteau. Voici la femme même qu'il voulait qu'elle sacrifie, qui, sans le savoir, l'avertissait contre cela. Aïcha ne pouvait pas parler. Elle mordit sa lèvre, retenant le sanglot qui montait dans sa poitrine. Aïcha. La voix de sa mère pressa doucement. Es-tu là? Oui, maman, croassa-t-elle. Bonne fille. Je prie pour toi. Souviens-toi, Dieu voit tout. Bonne nuit, mon bébé. La ligne se coupa, mais les mots restèrent, résonnant plus fort que n'importe quel chant rituel. Le lendemain soir, Fatima était de retour. Elle entra dans la chambre d'Aïcha sans frapper, son parfum emplissant le petit espace, ses talons claquant contre les carreaux fissurés. Elle regarda autour d'elle avec un léger dégoût, puis jeta son sac de créateur sur la chaise branlante. Alors, c'est comme ça que tu vis, ricana-t-elle. Aïcha, tu es trop belle pour pourrir dans ce genre de chambre. Veux-tu mourir fauchée? Aïcha resta silencieuse, son cœur lourd des mots de sa mère la veille. Fatima s'approcha, sa voix tranchante. Tout ce pleurnichage que tu fais, est-ce que ça paiera ton loyer? Est-ce que ça t'achètera une voiture? Tu penses que les hommes auront pitié de toi parce que tu es belle? Réveille-toi. La beauté est partout. Même les lycéennes te font concurrence maintenant. Si tu ne te surpasses pas, tu seras oubliée. Les lèvres d'Aïcha tremblèrent. Mais ma mère. Fatima se pencha en arrière, ses yeux froids mais confiants. Aïcha, penses-tu que la richesse est bon marché? Chaque mois, je drogue mon propre père et je couche avec lui. C'est mon pacte. Si j'échoue ne serait-ce qu'une fois, je meurs instantanément. C'est le prix de mes richesses. La mâchoire d'Aïcha se décrocha, son estomac se tordit d'horreur. Ton père, Fatima, c'est de la folie. Mais Fatima haussa simplement les épaules, ses bracelets en diamant tintant. Appelle ça de la folie, mais regarde-moi. J'ai des voitures, des maisons, tout. Le sang demande du sang. Aïcha, si tu veux la richesse, tu dois être prête à saigner pour elle. Le silence envahit la pièce. Les larmes d'Aïcha coulèrent, mais cette fois, elle ne discuta pas. D'accord, murmura-t-elle, brisée. Je le ferai. Le lendemain matin, elles retournèrent au sanctuaire d'Abeokuta. La décision était déjà prise, bien que son cœur criât contre cela. Elle s'assit dans la hutte de l'herboriste avec Fatima à ses côtés. La hutte était emplie de l'odeur d'encens et d'huile de palme brûlée,
la fumée s'enroulant comme des doigts dans l'air. Sur le tapis devant elle se trouvaient 2 pommes rouges, polies à la perfection, luisant étrangement comme si elles avaient été baignées dans du sang. La voix d'Y.K. brisa le silence. Donne-les à mon chauffeur. Il les apportera à ta mère. Une fois que Hawkins, son corps s'affaiblira et elle ne se réveillera plus. Lorsqu'elle arrivera ici, le travail sera facile. Les doigts d'Esha tremblaient lorsqu'elle les ramassa. Elle semblait inoffensive, presque belle. Pourtant, elle savait qu'elle portait la mort. Fatima se pencha vers elle, chuchotant durement. « Arrête de trembler comme une enfant. Tu voulais cette vie. C'est le prix. Appelle ta mère et dis-lui n'importe quoi pour la faire venir à Lagos aujourd'hui. » Puis elle sortit son téléphone et composa le numéro de sa mère. Sa voix, cependant, était stable, douce, même. « Maman, j'ai une bonne nouvelle, » dit-elle, forçant une gaieté qui avait un goût amer dans sa gorge. « Ma patronne m'a ouvert une boutique à Lagos. Elle a dit que tu devrais venir la voir toi-même aujourd'hui, pour que tu puisses la bénir pour moi. » De l'autre côté, la joie de sa mère déferla instantanément. « Et, Esha, ma fille, je savais que Dieu ne nous avait pas oubliés. C'est le fruit de mes prières. Mes ennemis entendront parler de ça. » Esha mordit fort sa lèvre pour empêcher les larmes de couler. « Oui, maman. Je vais envoyer un chauffeur pour te chercher. Il t'apportera aussi des fruits pour te donner de la force. Mange-les pour être forte pour le voyage. » Sa mère accepta sans hésiter. Elle s'habilla rapidement, mais ne dit à personne où elle allait, précisa-t-elle, trop excitée et prudente pour éviter les mauvais regards. Le soir, le chauffeur, l'un des fidèles d'Y.K., s'arrêta dans la cour poussiéreuse du village d'Ogbomosho. Il était poli, s'inclinant respectueusement en tendant les pommes à la femme. « Madame a dit que vous devriez manger ceci en chemin. Ça vous donnera de la force avant d'arriver à Lagos, » expliqua-t-il avec aisance. La femme, sans méfiance, sourit. « Ah, ma fille pense à tout. » Ils commencèrent le voyage et en chemin, elle prit une bouchée. Sucrée, inoffensive. À la 2e pomme, ses paupières devinrent lourdes. En quelques minutes, elle s'effondra doucement contre le siège, respirant lentement, profondément, lourdement. Le chauffeur tourna le volant, quittant la route du village. Il ne se dirigea pas vers Lagos. Il conduisit directement au sanctuaire d'Abeokuta. Quand ils arrivèrent, le chauffeur porta la femme inerte à l'intérieur et la déposa. La poitrine d'Esha se serra lorsqu'elle vit le pagne familier de sa mère, ses pantoufles usées pendant mollement à ses pieds. « Maman » murmura-t-elle, la voix brisée. Fatima serra fort son bras. « Ne commence pas. Tu voulais ça. » L'herboriste s'avança, son chant roulant comme le tonnerre. Elle leva un petit couteau tranchant, sa lame scintillant à la lumière des bougies. Puis, sans hésiter, elle commença. Le son n'était pas fort, mais Esha l'entendit comme un rugissement, la coupure de la chair, le tiraillement écœurant. La poitrine de sa mère se creusa lorsqu'Y.K. retira le cœur. Les paupières frémirent une fois avant que les yeux ne soient pris. La bouche, autrefois pleine de bénédictions, était maintenant vide lorsque la langue fut coupée. Chaque organe fut placé dans un pot en argile maculée de craie et de sang. La voix d'Y.K. s'éleva plus fort, son chant résonnant dans la nuit. Esha couvrit son visage, sanglotant silencieusement, mais Fatima se pencha près d'elle et murmura « Pleure autant que tu veux. Dans une semaine, tu conduiras ta propre voiture. » Lorsque le rituel fut terminé, Y. donna l'ordre. « Ramenez-la. Laissez-la là où elle doit être, mais saccagez sa maison. Faites en sorte que ça ressemble à des voleurs. Que personne ne soupçonne cet enfant. » Le chauffeur hocha la tête, enveloppant doucement le corps sans vie, presque respectueusement. Il le chargea dans la voiture et partit. À l'aube, le village d'Ogbomosho se réveilla avec des cris. Les voisins se rassemblèrent dans la cour de la vieille femme, leurs voix brisées par le choc. Son corps gisait au sol, les yeux disparus, la langue manquante, la poitrine ouverte. La porte était fracturée, les chaises renversées, les pots cassés, des signes de chaos. « Des ritualistes » cria quelqu'un. « Ils ont tué Mama Esha. » Une autre voix pleura. « Des voleurs. Ils sont venus la nuit et l'ont massacré. » Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Personne ne pouvait l'expliquer.
personne n'osait regarder trop longtemps l'horreur. Ses filles cadettes étaient à l'université d'Île-Lorrain, injoignables à ce moment-là, apprenant plus tard que leur mère avait été brutalement prise sans avertissement. Et loin à la gosse, Aïcha était assise sur son lit, ses poignets désormais lourds de bracelets dorés que Fatima lui avait mis dans la main. Son visage était pâle, ses yeux creux, mais son sac grossissait déjà des premiers fruits de son sacrifice. Le monde ne saurait jamais ce qu'elle avait fait. Puis son téléphone sonna. L'écran clignota avec le numéro d'un voisin du village. Ses mains tremblaient lorsqu'elle décrocha. Aïcha. La voix de la femme était frénétique, brisée par les larmes. Ta mère. Oh, mon Dieu. Ta mère est partie. Nous l'avons trouvée ce matin. Aïcha. Ses yeux, sa langue, sa poitrine. Aïcha pressa le téléphone contre son oreille et laissa échapper un cri si fort que le voisin faillit raccrocher. Elle tomba au sol, se frappant la poitrine, criant comme si son âme avait été arrachée. Non, maman. Maman, non. Que s'est-il passé? Comment? Mon Dieu. Ses larmes étaient réelles, mais pas pour la raison qu'il pensait. La culpabilité la lacérait comme un animal sauvage, mais elle ne laissait entendre que du chagrin. Plus tard cet après-midi-là, elle appela ses sœurs, toutes deux à l'école. Elle laissa sa voix trembler en annonçant la nouvelle. Nkechi, Ada. Maman est partie. Elles pleurèrent au téléphone, leurs voix se mêlant aux siennes. Puis, lorsque leurs sanglots se calmèrent, elle ajouta le mensonge qu'elle avait préparé. Mes sœurs, je ne peux pas rentrer à la maison. Vous savez, j'ai voyagé à l'étranger le mois dernier pour ma formation en mode. Je suis très, très loin. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de tout. Maman ne sera pas enterrée comme une pauvresse. Je vais envoyer l'argent. Rentrez à la maison et représentez-moi. Ses sœurs, jeunes et confiantes, la crurent sans poser de questions. Elles promirent de retourner au village immédiatement. L'enterrement ne fut pas fait rapidement. Le corps de sa mère resta à la morgue pendant 2 mois, tandis que les plans devenaient de plus en plus grandioses et élaborés. Aïcha finança tout. L'argent coulait comme de l'eau depuis ses nouveaux comptes, transféré depuis des recoins secrets jusqu'aux mains de ses frères et sœurs. Quand le jour arriva enfin, le village d'Ogbomosho n'avait jamais vu un tel spectacle. Le cercueil était importé, poli et lourd, scintillant sous le soleil. Les porteurs de cercueils portaient des uniformes assortis, dansant au rythme bruyant des tambours tandis qu'il portait sa mère bien haut. Des auvents blancs s'étendaient sur la cour, décorés de rubans. La viande de vache rôtissait sur des feux ouverts. Des caisses de bière bordaient la cour. Les musiciens jouaient tandis que les pleureurs chantaient. Ce n'était pas un enterrement. C'était un carnaval. Les femmes du village chuchotaient. Ah, Aïcha a réussi. Elle doit bien s'en sortir à l'étranger. Les hommes hochaient la tête avec respect, enviant la manière dont l'argent pleuvait à chaque coin. Ses sœurs se déplaçaient dans de beaux pagnes en dentelle, annonçant fièrement. Notre sœur a dit que maman doit être honorée dans la mort. Pendant ce temps, Aïcha elle-même n'était nulle part à proximité. Elle était assise dans un manoir à Banana Island, ses doigts enroulés autour d'un verre de vin tandis qu'elle riait à la blague d'un sénateur à ses côtés. Des hommes de pouvoir l'entouraient, leurs montres brillant, leur voix profonde d'autorité. Ils l'appelaient « chérie », la couvraient de cadeaux, la traitaient comme une reine. Du jour au lendemain, la même fille qui mendiait autrefois des miettes devint la femme que tous les hommes voulaient, mais que peu pouvaient toucher. Son téléphone ne cessait de sonner. Des appels de magnats du pétrole, de politiciens, d'hommes d'affaires étrangers qui n'avaient entendu que des murmures de son nom. Ces hommes ne marchandaient pas. Ils ne négociaient pas. Ils déversaient des dollars comme du sable sur une plage. Un week-end avec elle coûtait ce que d'autres mettaient des années à gagner. Certains transféraient des millions avant même de la rencontrer, juste pour prouver qu'ils en étaient dignes. L'argent devint comme de l'eau. En 1 an, la vie d'Aïcha ressemblait à un rêve. Elle acheta un manoir tentaculaire à Lekki, ses portes plus hautes que l'église où elle avait grandi à Ogbomosho. À l'intérieur, les sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal, et du vin importé remplissait son réfrigérateur. Sa garde-robe était remplie de vêtements de créateurs, Versace, Gucci, Dior, des marques qu'elle ne voyait autrefois que sur Instagram. Ses frères et sœurs, qui pleuraient encore leur mère, virent soudain leur vie transformée. Aïcha leur construisit une maison à Ogbomosho,
plus grande que tout ce que leurs voisins avaient jamais vu. Elle leur envoya de nouvelles voitures, paya leurs frais de scolarité et leur promit un avenir rempli de confort. Ils se vantaient fièrement, « Notre sœur à l'étranger a changé notre histoire. » Aïcha vivait son rêve, mais les rêves bâtis sur le sang ont toujours une ombre. 3 ans avaient passé, et la vie d'Aïcha brillait comme une couronne. Les jours des logements bon marché et des hommes mendiants étaient loin. Désormais, son nom avait du poids dans les cercles nigérians et étrangers. Elle vivait principalement à l'étranger, voyageant entre Dubaï et Londres, volant en première classe, dînant avec des hommes dont les mains signaient des contrats valant des milliards. Pourtant, à travers tout cela, elle ne retourna jamais une seule fois dans son village d'Ogbomosho. Elle avait toujours une excuse, trop occupée, trop loin, trop prise. La vérité était plus sombre. Elle avait peur. Le souvenir du corps mutilé de sa mère, les murmures du rituel, la règle qui enchaînait son âme, ne jamais poser les yeux sur sa photo. Et donc, elle restait à distance. Mais ensuite, l'amour arriva. Ce n'était pas l'affection superficielle des sugar daddy ou l'attention lubrique des hommes désespérés. Cette fois, c'était différent. Un sénateur, riche, puissant, craint par beaucoup, respecté par tous. Au début, Aïcha joua son jeu habituel, prudente, distante, évaluant ce qu'il pouvait offrir. Mais le sénateur était persistant. Il ne voulait pas seulement un avant-goût. Il la voulait pour la vie. Et pour la première fois depuis le rituel, Aïcha sentit son cœur s'adoucir. Contre toute attente, elle tomba amoureuse. Le mariage n'était pas seulement une possibilité. Il devint une promesse. Mais il y avait un seul problème, la tradition. Comme ses oncles le rappelèrent à ses sœurs, le sénateur peut payer en dollars, mais la main d'une mariée ne se scelle pas à l'étranger. Le vin doit être porté. La dot doit être payée dans la cour du père à Ogbomosho. Les ancêtres doivent en être témoins. Il n'y avait pas d'échappatoire à la maison. Quand ses sœurs lui dirent, la poitrine d'Aïcha se serra, mais elle sourit à travers le téléphone. D'accord, mais écoutez bien. Je ne veux aucune photo de maman à cette cérémonie. Enlevez-les toutes. Dites aussi aux voisins. Je ne veux pas pleurer le jour de mon grand jour. Comprenez-vous? Les sœurs, innocentes, acceptèrent immédiatement. Bien sûr, Aïcha, nous nous occuperons de tout. Elle ne connaissait pas la vraie raison. Elle ne savait pas que pour Aïcha, c'était plus que du chagrin. C'était une question de survie. Les mots de l'herboriste résonnaient encore. Le jour où tu verras sa photo, tu perdras tout et tu mourras. Ainsi, depuis l'étranger, elle commença à planifier son mariage comme elle avait planifié l'enterrement de sa mère, jusqu'au moindre détail. L'argent coulait à nouveau comme de l'eau. Elle paya pour tout, les auvents, les vaches, les musiciens, les tenues en dentelle pour sa famille. Tout comme pour l'enterrement, elle resta à l'écart jusqu'à la dernière minute, contrôlant tout par appel téléphonique et virement bancaire. Ses oncles n'y voyaient aucun problème. Après tout, n'avait-elle pas enterré sa mère comme une reine? N'avait-elle pas gardé le nom de la famille sur toutes les lèvres du village? Quand elle leur demanda de laisser ses sœurs gérer les choses à sa place, ils acceptèrent sans se plaindre. Le village entier d'Ogbomosho attendait avec impatience. 2 jours avant la cérémonie de portage du vin, un convoi de SUV noirs s'arrêta sur la route poussiéreuse du village. Les enfants couraient après les voitures, criant et riant. L'air sentait la poussière, l'excitation et le pouvoir. Aïcha sortit dans une robe ajustée, des lunettes de soleil protégeant ses yeux, l'or scintillant à ses poignets. Le sénateur marchait à ses côtés, grand et imposant, son agbada flottant comme la robe d'un roi. Des exclamations parcoururent la foule. Les téléphones sortirent, les photos furent prises. La fille autrefois en difficulté qui avait disparu à l'étranger était de retour, non seulement en tant que femme riche, mais en tant que mariée. Aïcha sourit, son cœur battant à tout rompre. Elle se dit que tout était sous contrôle. Les photos avaient été enlevées. La cérémonie se déroulerait sans accroc. Elle aurait enfin tout, l'amour, la richesse, le respect. Le jour du portage du vin et de la dot, les tambours battaient plus fort alors que le moment tant attendu arrivait. Aïcha, radieuse dans son assébi en dentelle fluide et son gelé scintillant, tenait le calabash de vin de palme. Ses pas étaient gracieux, délibérés, comme l'exigeait la tradition. Tous les yeux étaient sur elle.
La mariée devait porter le vin à son fiancé, s'agenouiller devant lui et le lui offrir en signe d'acceptation. Son fiancé sénateur était assis fièrement, entouré de chefs et de familles, son agbada évasé, son chapeau incliné comme une couronne. Les villageois murmuraient d'admiration, les téléphones flashaient pour capturer la mariée de la richesse. Le sourire d'Esha était stable, bien que son cœur battît sous les couches de tissu. Puis un son perça les tambours. Des pleurs. La sœur cadette de sa mère, tante Fummy, se leva du coin des femmes, les larmes striant son visage. Elle portait le même acébit que les autres femmes, mais le chagrin s'accrochait à elle comme un tissu noir. « Ma sœur, cria-t-elle. Tu as souffert toute ta vie, et maintenant, le grand jour de ta fille, tu n'es pas là pour le voir. » La foule s'agita. Certains applaudirent de pitié, d'autres hochèrent tristement la tête. Mais Fummy ne s'arrêta pas. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un portrait agrandi. La défunte mère d'Esha, souriant doucement, ses yeux presque vivants. Sans avertissement, tante Fummy se fraya un chemin dans la file des filles en acébis suivant Esha. Les femmes, surprises, lui firent de la place. Elle les rejoignit, tenant le portrait comme une offrande sacrée. Esha continua de marcher, ignorant qu'il y avait une photo derrière elle. Le calabash de vin de palme scintillait dans ses mains. Elle atteignit le siège de son fiancé, s'agenouilla gracieusement et se pencha pour lui tendre le breuvage. C'est alors que sa tante s'avança. Elle leva le portrait encadré bien haut, sa voix se brisant. « Ma sœur, vois ta fille aujourd'hui. Viens assister à sa joie. » Les yeux d'Esha se levèrent et rencontrèrent le visage de sa mère. Ce ne fut qu'un battement de cœur, une image, une ombre sur du papier glacé. Mais en cet instant, la malédiction se déverrouilla. Son corps se convulsa. Le calabash glissa de ses mains, s'écrasant au sol, le vin se répandant sur le sable comme du sang. Un cri déchira sa gorge, brut et perçant. Non. Elle griffa sa peau comme si un feu brûlait en dessous. Ses ongles labourèrent ses bras, sa poitrine, laissant des traînées rouges. Elle arracha son gelé, ses bijoux, son pagne glissant au sol. Les invités hurlèrent d'horreur. « Jésus, que se passe-t-il » Le sénateur bondit sur ses pieds, stupéfait. Mais les cris d'Esha le noyèrent. « Je suis désolé. Maman, pardonne-moi. Je ne voulais pas. Ils m'ont forcé. Fatima. Fatima m'a dit, hurla-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle se débattait au sol. Ses mains déchirèrent sa blouse jusqu'à ce qu'elle soit à moitié nue, se tordant devant la foule stupéfaite. Je l'ai tué. Je l'ai donné à eux. Son cœur, ses yeux, sa langue. Ils l'ont pris. Je voulais seulement de l'argent. Je ne voulais plus souffrir. Le silence stupéfait envahit la cour. Même les batteurs se figèrent, leurs baguettes suspendues en l'air. Ses sœurs s'effondrèrent, pleurant d'incrédulité. Esha, arrête. Que dis-tu? Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La malédiction avait libéré sa langue. Ses confessions coulaient comme de l'eau d'un pot cassé. Elle me faisait confiance. Elle a mangé les pommes. J'ai menti. Je lui ai dit que j'avais une boutique. Ils l'ont coupée. Ils l'ont découpée en morceaux. Maman, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le sang me suivrait jusqu'ici. Elle grattait plus fort, sa peau saignait, son corps tremblait. Ses yeux roulaient sauvagement, et de l'écume se formait au coin de sa bouche. Le portrait de sa mère, toujours tenu par tante Fummy, semblait la regarder, calme, silencieux, éternel. Le visage du sénateur se durcit. Ses assistants chuchotaient derrière lui. Un homme de son calibre ne pouvait pas épouser une femme que tout le village croyait maintenant maudite. Puis il quitta la cérémonie en trombe. Je ne voulais pas. Je voulais seulement une vie meilleure. Maman, pardonne. Pardonne, répétait Esha, assise sur le sol. Sa voix se brisait. Parfois, elle était claire. D'autres fois, elle s'évanouissait en non-sens. Une minute, elle appelait le nom de son fiancé, la suivante, elle repoussait sa main, l'accusant de conspirer avec Fatima. Pendant ce temps, le fiancé n'était plus là. Les sœurs d'Esha s'agenouillèrent près d'elle, pleurant d'incrédulité. Elle les regarda avec des yeux qui ne voyaient que des fragments. « J'ai construit une maison pour vous. J'ai acheté une voiture.
Je vous ai tout donné. Pourquoi maman est-elle ici? Pourquoi me regarde-t-elle? Elle pointa du doigt le vide, ses doigts tremblants. Nkechi, l'aîné des deux, murmura, la voix tremblante. Est-ce vrai? Dis-moi que c'est un mensonge. Dis-moi que tu n'as pas tué maman. Aïcha, toujours accroupie sur le sol, grattait sa peau en pleurant. Je ne voulais pas. Fatima a dit que c'était le seul moyen. Je voulais seulement qu'on soit riche, qu'on arrête de souffrir. Sur Amara, la plus jeune, éclata en larmes. Tu nous as construit des maisons. Tu nous as acheté des voitures. Mais à quel prix? Le sang de notre propre mère. Leurs sanglots résonnaient dans la cour, mais tante Fami s'avança, ses yeux flamboyants de fureur. Elle tenait toujours le portrait encadré qu'elle avait apporté en toute innocence. Maintenant, elle le leva haut, sa voix tremblante de rage. Enfant maudite, crachatait-elle, littéralement en crachant dans le sable devant Aïcha. Je pensais honorer ma sœur en apportant sa photo. Je ne savais pas que j'exposais le démon qui l'a vendue. Elle t'a porté dans son ventre, t'a nourri avec sa sueur, et c'est ainsi que tu la rembourses. Que son esprit ne te laisse jamais en paix. Aïcha hurla, rampant vers elle. S'il vous plaît, mes sœurs, pardonnez-moi. Je l'ai fait pour nous toutes. Mais Nkechi et Ada se levèrent, essuyant leurs larmes. Garde tes maisons. Garde tes voitures. Garde ton argent de sang. Nous ne voulons rien de toi, dit fermement Nkechi, tirant Amara sur ses pieds. Elles se détournèrent, laissant Aïcha crier après elle, ses bracelets dorés tintant inutilement contre sa peau nue. Au crépuscule, la cour était déserte. Les musiciens étaient partis, les batteurs silencieux. Le mariage autrefois grandiose s'était effondré dans la honte, et Aïcha, elle n'était pas complètement partie. Elle portait encore de la soie, arborait toujours ses bracelets dorés, mais son esprit était fracturé. Elle marmonnait pour elle-même, riait aux ombres, et parfois tenait des conversations avec sa mère morte comme si elle était vivante. Elle ne pouvait ni cuisiner, ni planifier, ni gérer ses affaires. Elle avait perdu 80% de ses facultés, dérivant dans et hors de la réalité comme un fantôme dans son propre corps. La femme qui dînait autrefois avec des sénateurs était maintenant seule, son rire résonnant étrangement dans le vide, ni complètement saine ni complètement folle, riche mais vide, vivante mais ruinée, attendant sa mort dans un mois. Quant à Fatima, elle perdit la vie dans un accident de voiture en se rendant pour droguer et coucher avec son père pour le rituel mensuel, à peine 2 semaines après qu'Aïcha eut perdu la raison. Leçon morale, l'argent trempé dans le sang ne reste jamais propre. Aïcha pensait que la richesse cacherait sa honte, mais elle devint sa ruine. L'or ne peut remplacer l'amour d'une mère, ni faire taire la vérité. Les raccourcis brillent, mais pourrissent l'âme. Les morts n'oublient jamais. Mieux vaut s'élever lentement avec des mains propres que mourir maudit. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.